Forcément, voilà, comme à son habitude, la parole est directe avec lui. Monsieur Bahouri, président du parti UDRG, est notre invité prestige en ce jeudi 4 mai. Bonjour à vous, monsieur Ba, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Basekou pour ouvrir cette interview. Oui, monsieur Bahouri, les forces vives de Guinée annoncent la reprise des manifestations pacifiques entre le 10 mai et le 25 mai, après leur retrait, notamment des consultations qu'elles ont jugées improductives avec le Premier ministre chef du gouvernement. Comment aujourd'hui vous voyez la reprise de ces manifestations après n'avoir rien obtenu, notamment des préalables qui ont été posés sur la table du gouvernement? Bon, j'avoue, je suis particulièrement désolé de revenir toujours sur ce genre de questions. Depuis pratiquement 2011-2012, la Guinée est toujours dans ce cycle. Manifestations, répression, enterrement, deuil, parfois des accords qui ne respectent pas la primauté du droit et de la loi. Et on recommence encore quelques temps après avec des manifestations, ainsi de suite. Ça fait pratiquement des années et des années que ça dure. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, j'avais dit il faut changer de méthode, changer de stratégie. On ne peut pas observer avec gaieté de cœur qu'à chaque manifestation qu'on enregistre des morts, des blessés, surtout des enfants. Et je suis désolé de le dire, je ne partage pas la stratégie et la manière de faire de ces dirigeants politiques qui apparemment font comme s'ils ne retiennent aucune leçon du passé. Oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent, voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À leur place, qu'aurez-vous fait si vous êtes confronté aux difficultés qui sont les leurs, ou si vous avez la lecture qu'ils ont de la conduite de la transition? Parce que j'imagine, et c'est un fait, vous n'avez pas forcément la même grille de lecture, la même position sur la gestion, la conduite actuelle de la transition que ces forces vives de Guinée. Bon, c'est clair, mais il faut clarifier les choses. Oui. Quels sont les points où il y a des contradictions majeures entre ceux qui se sont baptisés Forces vives de Guinée et les autorités de la transition? Où sont les points d'achoppement? Les points d'achoppement tournent autour des questions de la justice. Et ces questions de la justice peuvent être sériées en différents volets. Oui. Il y a le cas particulier des militants de la société civile qui sont interpellés et qui sont en détention préventive depuis un certain temps. Oui. Et il serait bon que la justice diligente pour que celle-ci situe les responsabilités. Oui. Ça, c'est le premier élément. Bien. Et je pense que cela, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ceux qui sont en détention préventive pour des faits de manifestation doivent être jugés le plus rapidement possible pour que la responsabilité soit située. Ouais. S'ils sont acquittés, alors ils pourront être libres, mais il faut que cette parenthèse soit fermée. Ouais. L'autre aspect lié au point d'achoppement, c'est les conséquences des décisions de la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières. Économiques et financières. Et de ce point de vue, oui, c'est extrêmement difficile, voire, comme on dit, un sacrilège d'interférer dans un processus judiciaire lorsque celle-ci ne fait que commencer. Le pouvoir exécutif n'a des moyens d'action qu'après que la justice ait fini son travail. Ouais. Et à ce moment-là, il y a des pouvoirs discrétionnaires qui sont dévolus au chef de l'État qui peut user de cela par des mesures de grâce, par des mesures au niveau du CNT ou de l'Assemblée nationale, par une amnistie éventuellement. Mais tout au début du processus, dire de ne pas agir, ce serait même comment on appelle ça? Ce serait un reniement pour le CNRD qui est en train de faire sur le plan de la justice liée au crime de sang quelque chose d'historique à travers le jugement du procès du massacre du 28 septembre 2009. Oui. Donc, par conséquent, oui, il faut que les gens se mettent dans le contexte
et sachent poser leurs vrais problèmes, savoir ce qui est acceptable, ce qui peut être négociable et ce qui ne peut pas être négociable. Et donc, c'est l'une des raisons qui a fait qu'il n'y a pas pu y avoir d'entente. Les religieux ne peuvent qu'user que du langage, de la parole, de l'évangile ou du Coran, l'intérêt national, l'intérêt de tout le monde, mais ne peut pas interférer dans des actions liées à les questions. Ça, c'est le premier élément. Mais quand je vous écoute, c'est comme si cette médiation qui a été en tout cas mise en place à la demande, cette médiation portée par les religieux, mais à la demande du Premier ministre, c'est comme si cette médiation n'avait pas lieu d'être. Parce que si vous dites qu'il y a presque pas de dissensus entre ces acteurs qui se sont baptisés Forces vives de Guinée et les autorités de la transition, c'est comme si cette médiation n'avait pas lieu d'être. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était difficile qu'il y ait une médiation. Ce qui était sollicité, c'est qu'il y ait de part et d'autre une capacité d'écoute, une capacité de mettre en avant l'intérêt national pour aller dans le sens de l'apaisement. Si on était dans un pays relativement moins violent, où une manifestation peut se faire sans que ça n'interfère sur les intérêts des uns et des autres, sur la sécurité physique des personnes, alors personne ne se hasarderait à dire aux uns et aux autres, aller dans le sens de l'apaisement. On aurait laissé libre cours aux libertés publiques d'agir. Mais malheureusement, nous sommes habitués dans un contexte de violence exagérée, systématique, même pour des questions de délestage de courant. Vous pouvez dénombrer des morts, vous pouvez dénombrer des victimes de manière collatérale. Donc, dans ce contexte où tout peut dégénérer en une violence que personne ne pourra contrôler, il faut faire preuve pour des acteurs publics de la responsabilité, d'une capacité de retenue. Et c'est cela qui est demandé aux uns et aux autres. Cela ne veut pas dire que les revendications peuvent être mises dans des tiroirs. Non, mais il faut trouver d'autres moyens d'action, mais mettre en avant l'intérêt du pays, une capacité de résilience pour poser effectivement les problèmes. Parce que dans un environnement décrispé, il est possible progressivement de résoudre des problèmes qui apparaissaient comme insolubles. Peut-être si tu permets, parce que je vais reposer ma question sur cette médiation dont, en tout cas, les forces vives font le constat de son échec. Est-ce que vous attendiez un résultat? Je ne m'attendais pas. Dans le cadre de ces médiations. Objectivement, je ne m'attendais pas à un résultat. Ouh là là. Pour quelles raisons? Non, c'était évident. Donc le Premier ministre, le gouvernement, il a perdu son temps en allant à ces négociations. Non, le gouvernement a montré une disposition d'aller vers, bien avant même ces pourparlers, il s'était déplacé pour aller rendre visite aux différentes autorités politiques qui sont en bisbille avec les autorités actuellement pour essayer de les amener à une meilleure compréhension du contexte. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce genre. Mais malheureusement, c'est resté lettre morte et c'est toujours les mêmes dynamiques sempiternelles. Et de ce point de vue, ce n'est plus... Il faut que ceux qui se disent Forces vives de Guinée se disent qu'actuellement, les Guinéens sont en train de les observer, sont en train de les juger, sont en train de voir est-ce qu'ils ont une capacité demain de pouvoir diriger la Guinée ou est-ce que vraiment ils sont dans un contexte de frustration qui veut coûte que coûte, ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu sans tirer les leçons des raisons qui les ont amenés à ne plus être aujourd'hui en situation de responsabilité. Ça, c'est eux et la population, entre autres. Oui, mais c'est leur président qui a perdu le pouvoir et qui, à travers Alpha Condé, dit vouloir récupérer ce pouvoir. Non, c'est vrai, mais de toutes les façons, nous sommes tous aujourd'hui observés, auscultés, jugés par la population. Ne vous faites pas d'illusions. Nous sommes tous aujourd'hui sous le prisme, est-ce que cela pense à nous?
Est-ce qu'ils mettent en avant nos intérêts en tant que peuple et en tant que citoyens? Est-ce qu'ils ne sont pas obnubilés uniquement par leur intérêt personnel et ils sont prêts à mettre le feu au pays uniquement pour obtenir ce qu'ils veulent? C'est à ce niveau-là que la population guinéenne est en train de juger chacun d'entre eux. Tout le monde. Alors, Oui, personne ne soutient les manifestations, mais il faut rappeler que les forces vives ont quand même reporté, suspendu plusieurs manifestations et ont accepté de revenir à la table de consultation avec le Premier ministre via la médiation qui a été engagée par les religieux. Elles ont posé des préalables sur la table. Dites-nous, quels sont les préalables aujourd'hui qui ont été pris en compte par le gouvernement? Parce que c'est de ça il s'agit. Quelle concession majeure que le gouvernement a fait pour quand même aller dans le dialogue avec les forces vives guinéennes? De toute façon, il dit qu'il ne s'attendait à rien du tout comme issue à cette médiation. Que c'est les questions individuelles liées à la justice qui sont les vrais nœuds du problème. Et de ce point de vue, il y a d'ores et déjà une certaine difficulté. Les seuls dans ce cadre-là qui peuvent obtenir des aménagements ou une accélération du processus judiciaire, et nous le souhaitons, nous le demandons vivement, ce sont ceux qui sont issus des forces vives et des forces de la société civile et qui sont de Fonike Mengue et compagnie, Ibrahima Diallo, Bilo et compagnie. Ceux-là, il faut que la justice accélère le processus. Vous pensez, Monsieur Ba, que Kassori Fofana hospitalisé, Damaro hospitalisé n'ont pas droit à une liberté conditionnelle? Parce que dans le cas du dossier de la CRIEF, c'est de ça dont il est question. Leurs avocats se battent pour qu'ils soient en liberté conditionnelle. Merci de m'avoir ramené à cette question qui touche certains de mes amis qui sont en détention dans le cadre de cette actions de la CRIEF. Notamment l'ancien Premier ministre, M. Kassori Fofana, à qui j'ai rendu visite lorsqu'il était hospitalisé à la clinique Pasteur. Mais cela aussi, ce sont des procédures de droit. Lorsque les militants et les responsables de l'UFDG, après l'élection de 2020, étaient incarcérés, dans le cadre de nos dynamiques d'action, avec l'ancien chef de file de l'opposition qui était décrié par les autres, nous avons engagé sous le magistère de M. Alpha Condé une dynamique pour que cela puisse bénéficier des conditions de détention beaucoup plus aménagées, pour certains d'entre eux des libertés provisoires, contrôle judiciaire, pour ne pas rester en prison alors que c'était la période de Covid. Certains d'entre eux étaient malades, fatigués. Nous avons fait cette démarche. Et aujourd'hui, cette démarche aussi doit s'imposer, doit être prise en compte par la procédure judiciaire, parce que ce n'est pas un privilège qui est demandé. C'est des dynamiques judiciaires qui sont en conformité avec les principes de la justice, d'accorder des libertés provisoires, des libertés conditionnelles, etc., en fonction des cas. Mais nous ne sommes pas les magistrats. Nous, ce que nous pouvons demander, c'est que les magistrats fassent preuve, disons, d'humanité pour permettre à ceux qui sont fatigués, malades, de pouvoir être chez eux et dans de meilleures conditions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément par rapport à ça, ce que je dois dire, que la justice doit privilégier toujours la justice, que ce ne soit pas, disons, comme certains peuvent le penser, des règlements de compte et autres. Et au-delà de ça, c'est l'impact que ça peut amener sur la situation sociale. Si des aménagements en utilisant conséquemment le droit peut permettre d'atténuer les tensions, en respectant le principe de la séparation des pouvoirs, nous ne pouvons que solliciter en tant que personne publique et en tant qu'acteur que la justice fasse preuve aussi de ce point de vue d'humanité, de sens de l'intérêt général, pour ne pas retarder des procédures qui sont en conformité avec le droit. Bien, Emmanuel Milimono. Alors, M. Baouri, le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas au-delà des questions d'ordre judiciaire, c'est le processus de la transition lui-même qui pose problème. Les forces vives ont envie surtout se tiennent à la médiation de la CEDEAO pour pouvoir y voir clair dans ce qui se déroule
dans le processus de transition. Vous êtes au cadre de dialogue inclusif qui a déjà posé des actes. Aujourd'hui, concrètement, par rapport justement à ce processus qui est contesté par les autres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mise en œuvre de la transition? Où en est-on? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce que vous en savez en tant qu'acteur impliqué déjà? Oui. Vous étiez à l'hôtel la semaine dernière pour écouter le ministre de l'administration du territoire. Bon, raison de plus, si on veut que le retour à l'ordre constitutionnel ne subisse pas des retards, ce serait bien de privilégier l'action sur la feuille de route de la transition. Mais si on fait ressortir le premier rideau, c'est la transition, alors que les coulisses, là où les choses se décident, c'est les questions judiciaires, alors personne n'y comprendra rien du tout. En ce qui concerne le processus de la transition, nous avons accusé du retard par plusieurs faits entre le 5 septembre 2021 et le 31 décembre 2022. Il y a des responsabilités partagées à ce niveau-là. Si la classe politique avait fait preuve de proactivité dès le début, au lieu de rentrer dans des querelles de chapelle, FPP par-ci, CDP par-là, qui sera porte-parole, etc., on aurait été beaucoup plus en mesure, en relation avec le CNRD, d'avoir un consensus qui permettrait de faire que la transition aille conséquemment. Mais malheureusement, il ne faut pas perdre ça de vue, on a connu du retard. Aujourd'hui, la CEDEAO et la Guinée se sont entendus sur une période de 24 mois à partir du 1er janvier 2023, qui doit se terminer le 31 décembre 2024. Le processus engagé, qui a notre aval et notre assentiment à travers les 10 étapes, est en cours. Vendredi dernier, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Administration du territoire ont fait un premier point en présence des représentants de la communauté internationale et des acteurs politiques. Mais ce qu'il faut retenir, la CEDEAO qui traînait les pieds par rapport à son implication dans le cadre du comité de suivi de la feuille de route de la transition, le ministre des Affaires étrangères, la veille, nous avait indiqué que la CEDEAO a marqué désormais son accord de s'impliquer dans le processus du comité de suivi de la feuille de route de la transition. Donc ça, c'est un élément extrêmement important pour dire que la communauté internationale, à partir de ce moment-là, s'engage effectivement dans le cadre du déroulement de la feuille de route. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... c'est le budget. Les budgets. Budget de près de 6 000 milliards. Le RAVEC, qui est un élément qui va au-delà de la transition, qui va révolutionner le fonctionnement de nos administrations, qui va permettre aux Guinéens d'être des citoyens à part entière, à travers un numéro d'identification qui permettra que Emmanuel, quel que soit l'endroit où il sera dans le monde, il est identifiable. Et ceci est d'autant plus important qu'actuellement, dans le contexte international, où à tout moment, des citoyens guinéens peuvent être interpellés, peuvent être victimes de xénophobie, etc., il est bon que chacun se rende compte qu'il appartient à un pays et il a le droit d'appeler à être protégé, à être ramené dans son pays. Et je salue au passage les autorités actuelles qui, depuis les compatriotes de Tunisie qui étaient en Tunisie, ceux qui sont au Soudan, je sais qu'il y a des mesures pour ramener ceux qui ont décidé de quitter ce territoire en ébullition. Ça, ce sont des premières. Cela veut dire que le monde aujourd'hui, la Guinée rentre dans un autre champ. Nous identifier, que ce soit pris en compte, ça, le RAVEC le permettra et la feuille de route de la transition. Et le fichier électoral, c'est là où il y a le débat. Non, le débat. Vous dites que le RAVEC, c'est au-delà de la transition. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous êtes sûr que le temps qui nous est imparti, les 24 mois, en tout cas, il faut en avoir fini
peut-être avant même la fin de cette année, pour avoir un fichier et faire les 4 élections. Est-ce que vous y croyez? Non, déjà, d'après le tableau qui a été présenté, qui est une présentation publique, parce que vous savez, une présentation publique est une première étape. La deuxième étape, il faut que des commissions de travail puissent se retrouver pour aller plus en profondeur. Je pense qu'il serait bon que le ministre de l'administration du territoire organise des séances de travail avec des experts, des partis politiques pour aller au fond des choses, pour que ce soit vraiment une concertation. Il ne faut pas avoir le regard simplement du profane, du politicien, pour dire des chiffres bruts et en sortir des conclusions. Ça, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est un. N'oubliez pas aussi que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà votre carte d'identité digitalisée. Cela veut dire que la première étape, vous l'avez déjà dépassée. Et ils sont nombreux, les Guinéens, qui ont déjà leur extrait de naissance numérisé. Donc, le travail consiste, avec le déploiement des équipes qui doivent sillonner tout le territoire et à l'étranger, d'enrôler. C'est vous qui le comprenez ainsi ou bien ce sont les explications données par le ministre là-dessus? Non, je pense que le ministre doit aller en profondeur dans les explications pour décliner le programme, comment ça va se faire, avec qui et comment, pour ne pas être à un niveau où on s'adresse à des responsables politiques. Ce qui est le plus important dans la phase actuelle, il faut s'adresser aux petits Mamadou de la rue pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Lorsque ça va se faire, dans le cadre d'une communication, je pense, interactive, ça permettra de calmer les choses. Vous êtes sorti de cette présentation rassuré, satisfait du déroulement, du niveau d'exécution, de mise en œuvre du chronogramme? D'après le schéma, il est ce qui a été indiqué que, a priori, le premier trimestre de 2024, à la fin du premier trimestre de 2024, les cartes d'électeurs pourront être distribuées. Et ça nous permettra de dérouler le processus électoral. À commencer par le référendum. Communal, législatif et présidentiel. Parce que le plus dur, c'est d'avoir la distribution des cartes d'électeurs. Si on finit ça, on a déjà le fichier d'identité national civil, on a le fichier électoral qui est de ce point de vue beaucoup plus sûr que tout ce qui a été fait depuis des années et des années, depuis le début en fait. La Guinée sera sur une position qui lui permettra maintenant d'enrichir, de faire vivre ces fichiers et de ne plus craindre que les prochaines élections, on ne rentrera plus pour dire il nous faut 6 mois pour faire un fichier. On sortira définitivement de ce genre de problème. Donc le fichier qui est en cours, c'est un fichier pour toutes les élections futures que la Guinée organisera. Parce que la base qui sera conçue sera une base qui ne sera qu'être enrichie, les décès, les naissances et tous ceux qui ont 18 ans, automatiquement, ils sont déversés dans le cadre du fichier électoral. Il suffit qu'ils s'inscrivent comme un peu partout dans le monde entier. Bien, M. Bahouri, président du parti UDRG, notre invité ce jeudi matin. Mirador, continue. Peut-être une réponse à la question de Lamarana Imbere. Non, vous savez, le poste n'est pas à pourvoir, le poste est déjà occupé. Et je pense qu'il faut faire confiance à Dr Bernard Gomou. Vous savez, un régime de transition est le régime le plus compliqué possible. C'est excessivement difficile. Vous sortez d'une période de trouble, vous devez mettre le pays en ordre pour obtenir une certaine stabilité. Donc il va de soi que c'est un travail excessivement difficile et comme vous le savez, la plupart des équipes qui gouvernent aujourd'hui n'étaient pas préparées à la tâche. Donc il faut les accompagner, il faut les encadrer, il faut dans une certaine mesure, s'ils sont bien attentifs, s'ils écoutent, tirer les leçons et avancer. Bien. Mais je dois dire que lorsque j'entends certains commentaires, ça ne fait pas partie de notre éducation.
de dire tel c'est un bouc, il ne vaut rien, il est ceci, il est cela. Là, l'éducation, c'est cette violence, ce mépris à l'égard de l'autre, ça ne fait pas partie de notre éducation. Vous pouvez dire ce que vous pensez à quelqu'un sans insulter, sans l'insulter, sans lui manquer de respect, sans atteindre à sa dignité, et il va vous remercier s'il s'avère que ce que vous avez dit va dans le bon sens. Bien dit. Mais cette culture urbaine, cette culture des réseaux sociaux, cette culture, je ne sais pas quoi, de rabaisser tout. De l'esprit sans culotte. De ne plus avoir le respect pour quelque autorité qu'elle soit politique, qu'elle soit morale, qu'elle soit intellectuelle, ça c'est le caractère des régimes et des sociétés de violence. Et nous devons sortir de cette étape. Et c'est la raison pour laquelle la liberté d'expression, lorsqu'on constate ce qu'on entend un peu par-ci, il faut saluer qu'il y a réellement une grande liberté d'expression que nous vivons aujourd'hui, qui n'était pas du tout pensable il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a de ce point de vue des progrès. Mais ce progrès mérite d'être canalisé, que le processus rentre dans une phase de maturation, sorte de la période infantile pour que tout ce dont nous disposons aujourd'hui puisse être utilisé pour développer l'intelligence, pour développer une information constructive, critique et profonde pour que nous puissions aller de l'avant. C'est valable pour tout le monde et ça prépare le pays, ça prépare les citoyens à pouvoir être gouverner correctement, ça prépare également des dirigeants potentiels à être de grands dirigeants de demain. Bien. Voilà, j'aimerais quand même passer ce message-là, parce que je suis en même temps les interactions sur la toile. Il y a cet auditeur, comment il se fait nommer, Koura Seteba, qui s'en prend à moi carrément. Abouakar, tu n'as pas honte, tu peux pas parler poulard. Voilà, il demande tout simplement de changer de nom. Voilà. Voilà, c'est important que son message soit entendu. Non, mais ça revient un peu à ce que disait tout à l'heure le président Baouri. Franchement, cette violence-là, vous savez, nous battons sur les directs de films d'expliquer aux gens que vous pouvez être contradictoire à quelqu'un en restant le plus poli possible et en restant sans injurier. Et cela, il faut que ce travail-là appartient aux partis politiques, mais aussi au gouvernement et à toute la famille, parce que ça va vraiment dans tous les sens. Les gens ne peuvent plus prendre la parole dans l'espace public. Et l'inconvénient, c'est que vous avez de plus en plus d'intellectuels. La violence qui est constatée, la violence verbale sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est déporté sur la place publique. Oui, et c'est dans l'univers politique. C'est décevant que l'on ne parle pas suffisamment de ça. Je pense que à partir de l'interpellation de M. Baouri, il faut que tous les acteurs politiques, les acteurs majeurs de l'espace public prennent la parole pour de plus en plus demander aux gens d'être très pondérés, parce que franchement, c'est pas du tout bien que l'on s'attaque systématiquement aux gens. Et je voulais poser la question justement à monsieur le Président. Il y a le changement de l'espace politique dont il est... Cabinet, on te demande d'arrêter. Bien. Oui, non mais il n'y a pas de problème. Bien. Non, je disais que Monsieur le Président, vous disiez tantôt que à l'aune donc de ce changement de régime, que l'espace politique va aussi se muer. Quel est aujourd'hui votre constat quant à justement ce changement, notamment d'un point de vue du personnel politique? L'autre question que moi je voulais poser pour enchaîner, c'est que parmi les revendications, les préalables posés par les forces vives de Guinée, il y a entre autres le cas des grands leaders. Des grands leaders, Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo, ils demandent leur retour, les forces vives demandent que des conditions soient créées pour leur retour sécurisé. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui doit être mise sur la table? Bon, c'est des questions qui doivent être discutées. Par exemple, en ce qui concerne M. Sidia Touré, je pense qu'il y a eu, disons, surtout par rapport à son domicile, certainement des approches qui ont été telles qu'il a considéré que c'était une volonté délibérée
de l'humilier. Ça peut se résoudre, ça peut être discuté pour qu'il se rende compte que son intégrité physique et morale n'est menacée en rien, a priori, si ce n'est que ça. Donc, je pense que de ce point de vue, les autorités doivent rassurer les uns et les autres que leur intégrité physique et leur dignité ne peuvent pas être menacées et que tout ce qui devra être fait dans le sens de l'action publique doit être en conformité avec le droit. Ça, c'est une chose. Ouais. En ce qui concerne les questions judiciaires, ça, c'est un processus, c'est une question individuelle qui prend en compte la manière dont chacun de nous peut réagir. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le paysage politique sur le plan international, rares sont les pays où les dirigeants politiques ne sont pas peu ou prou en confrontation avec la justice. Au Sénégal, aujourd'hui, une bonne majorité de ceux qui sont les prétendants au pouvoir sont dans une certaine mesure en querelle avec la justice. Ouais. Même dans les pays développés, pour un rien, pour un emploi, pour des costumes, quelqu'un peut perdre sa carrière. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le monde et la politique est dans une dynamique de judiciarisation. Ouais. Dans ce cas, l'homme politique doit faire excessivement attention de ne pas prêter le flanc, que ce soit dans le cadre de sa gestion, que ce soit dans le cadre de son comportement personnel et autres. Donc, c'est une leçon que nous devons intégrer. Bien. Et la dynamique internationale, globalement, va dans ce sens. C'est la raison pour laquelle certaines revendications, dans le contexte d'aujourd'hui, peuvent être inaudibles, puisque le monde entier est suffisamment regardant par rapport à ce que les entreprises appellent la question de la conformité, les luttes contre toute forme de fraude et autres. Et donc, allons-y calmement, sereinement. Bien. Maintenant, il faut serrer les problèmes un à un. Les cas peuvent être différents. Chaque cas, une solution particulière peut être trouvée aux autorités, aux magistrats, aux responsables de le faire. Mais maintenant, comment créer le contexte pour que cela puisse être possible? Si à chaque fois qu'on se retrouve, la première des choses, où j'ai envie de vous donner une paire de gifles, il va de soi que le dialogue ne sera pas possible. Et même si vous êtes dans des dispositions d'esprit de me tendre la main, vous allez vous dire, même si je tends la main, il ne va pas répondre, c'est ma joue qu'il va chercher. Donc ça casse le tout. Les forces vives de Guinée doivent repenser leur stratégie et se remettre en question. Ouais. Pas simplement par rapport au CNRD, au gouvernement, par rapport à la population et même par rapport aux intérêts qu'ils sont supposés défendre pour qu'ils obtiennent plus ou moins une écoute plus attentive et plus proactive allant dans le sens de leurs intérêts. Bien, M. Baouri, je suis désolé Bassiko, c'est terminé pour aujourd'hui parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Grand merci à vous M. Baouri, merci d'avoir répondu. Bon, vous pouvez libérer son micro, oui. Merci à vous, M. Baouri. Merci beaucoup. Bien. Merci à vous, Ibrahim Baben Diallo et Ibrahim Silla, vous qui avez conduit cette émission. Ça n'est terminé donc pour aujourd'hui. Merci à tous les 6. Merci également à vous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde via nos plateformes digitales. Derrière nous, Ditindire avec Mohamed Ba et toute sa team. Restez sur Film FM, les programmes continuent. Demain, vous serez avec Mamadou Ouri et toute la team. Portez-vous bien, au revoir, à lundi.